On est très heureux d'avoir ce soir Jonas Trueba ici présent à la boutique, parce que tu viens aussi anonymement en tant que client, cinéphile aussi. Donc moi on s'est déjà croisés. Et puis on n'avait pas trouvé le moment pour faire cette rencontre. Et là, les éditions de l'Œil, encore une fois, merci Gaël, merci Freddy, ont eu la bonne idée en collaboration avec le Centre Pompidou, de sortir ce joli ouvrage, Jonas Trueba, le cinéma, c'est vivre 3 fois plus. Déjà avec un titre comme ça, ça donne envie. C'est comme toujours, il y a un long interview avec Eva Markovits et Judith Revaud-Dallon du Centre Pompidou. Donc Eva, merci. Il y a des participations de Marcos Hussal, qui est là, directeur des cahiers du cinéma, et c'est toujours précieux, passionnant. Et c'est ce que j'aime moi beaucoup dans ces ouvrages-là, c'est-à-dire que c'est des regards croisés. Il y a beaucoup aussi de documents, de photos, de notes, donc c'est très riche, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'œuvre d'un cinéaste, pas seulement par la porte de l'interview traditionnelle, mais c'est beaucoup plus riche que ça. Alors déjà, Jonas, je ne t'ai pas présenté, mais les gens qui sont là connaissent peut-être un peu, vous connaissez le cinéma de Jonas, oui, pour la plupart. Est-ce que vous avez vu Eva en août? Ceux qui ont vu Eva en août, ceux qui n'ont pas vu Eva en août, lèvent la main. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est très bien. Voilà. Et Septembre sans attendre, ceux qui n'ont pas vu Septembre sans attendre, le sondage qui tue. Bon, tout le monde a vu Septembre sans attendre. Mais bon, voilà, déjà. Donc, c'est un public acquis. Donc, Jonas, déjà, peut-être une première question. Et après, j'ai pas présenté Masume Laïdji, évidemment, qui a participé aussi à l'ouvrage, et puis qui connaît très bien les murs de la boutique pour venir faire des traductions qui sont souvent assez exceptionnel comme toujours. Voilà. Donc, Jonas, peut-être déjà quand on t'approche pour faire un livre, déjà sur tes films, j'ai pas envie de dire ton œuvre parce que donc comment toi tu reçois ça et quel regard tu as par rapport à ça, rien que voilà. Et je sais que les livres sont importants pour toi. Oui. Merci en tout cas pour nous accueillir. Voy a hablar en español para... Bueno, no sé si esto es necesario, ¿no? Sí. Bueno, hablo un poco en español para que Masume me ayude a expresarme mejor. Efectivamente, los libros son muy importantes para mí en mi vida. A veces pienso que más que las películas. Y entonces cuando Eva y Judith me propusieron hacer esta retrospectiva y me contaron que habría un libro, que habría una publicación también, me hizo especial ilusión, por un lado. Porque también sé que quizás al final es lo que queda, ¿no? El libro es un objeto físico, que es lo que finalmente queda. Y al mismo tiempo, y lo hablé con ellas y también luego después con Gael, creo, para mí era importante que no pareciera un libro pretencioso. Me daba un poco miedo esta cosa de un libro sobre tu obra, sus películas. Y al final cuando lo he visto me ha dado un poco de susto porque es muy gordo. Pero bueno, creo que es un libro que creo que no es pretencioso, que creo que habla del trabajo y que habla de una manera con mucha coherencia por parte de Eva y de Judith, todo el trabajo que han hecho, el texto precioso que ha escrito Marcos, lo encuentro muy emocionante, me impresiona un poco, pero bueno, creo que también está medido, bueno, que ha visto las películas y que no es algo, digamos, rimbombante, sino que intenta hacer a las películas hablar incluso más allá de lo que yo mismo soy capaz de entender, ¿no? de ellas. En effet, les livres ont un rôle essentiel dans ma vie, peut-être même plus que les films. Pour autant, lorsque Eva et Judith m'ont approché pour cette rétrospective, l'idée même de la rétrospective, et puis qu'ils m'ont dit que la publication aussi suivrait, je me suis dit oui, une publication c'est finalement ce qui reste, le livre est un objet physique qui reste, et ça en soi c'est quelque chose qui me séduisait, mais j'avais aussi la crainte immédiatement que ce soit quelque chose d'un peu trop prétentieux.
J'avais la crainte que le livre en dise plus que ce que moi je dis à travers mes films, et puis surtout une fois qu'il a existé. Donc j'ai fait part de cette réserve aussi bien à Eva et Judith que à Gaël, l'éditeur, et quand il est paru, son épaisseur m'a un peu fait peur aussi. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que finalement on n'est pas, est-ce que ce n'est pas trop, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré, mais il me semble que non, qu'il y a quelque chose, il y a une cohérence, il y a une mesure qui est à l'échelle et fidèle à l'esprit du travail, et que finalement ça s'inscrit dans la façon dont les films se font. Donc aussi bien l'attention très particulière qu'ont eu au film Eva et Judith, mais aussi ce texte très beau que Marcos a écrit font qu'il y a quelque chose de la réalité, de la vie, de cette démarche, des films que nous faisons, mais il y a aussi une perception, une approche qui dépasse même la compréhension que moi-même je peux avoir de mes films. Me acuerdo de que mi padre siempre, recuerdo que decía que un problema que tenía el cine español es que los directores españoles, en cuanto hacían una película o dos, ya les hacían un libro. Y que eso era muy, muy malo, y él siempre se ha resistido a que le hagan un libro, mi padre. Mi padre tiene muchísimas películas y lleva 40 años haciendo cine y no existe un libro sobre él, porque él no ha querido nunca que se lo hagan. Entonces, claro, esto para mí era un problema, ¿no? Me daba mucha vergüenza de pronto yo tener un libro y mi padre no. Mi padre, que es cineasta también, y en fin, bueno, esto me preocupa un poco, pero bueno, finalmente entendí que la excusa, la obligación, y que también esto nos ha venido en un momento de la vida, ¿no? A los ilusos, a mí, a Javi, a todas mis compañeras y compañeros, creo como o yo lo siento así, como de cambio, de un ciclo, de como un punto y aparte, ¿no? También en nuestra vida profesional, y entonces siento que tanto la retrospectiva como el libro está bien que recogen este capítulo de nuestra vida. Et sans doute cette crainte m'a été un peu, je l'hérite un peu de mon père, parce que je me souviens que lui, qui est cinéaste, qui travaille depuis 40 ans, qui a fait plein de films, avait toujours une espèce d'irritation en disant, en Espagne on a la manie de faire des livres sur des cinéastes, à peine quelqu'un a pondu 1 ou 2 films et on se sent obligé de lui dédier un livre. Et lui, il y a aucun livre au bout de temps de la carrière très, très ample qu'il a eu. Lui, il n'a toujours pas de livre qui lui soit consacré parce qu'il l'a refusé. Et donc, moi, évidemment, j'avais une certaine gêne d'en avoir déjà un, mais en dehors de cette résistance un peu abstraite. Là, en l'occurrence, ce livre-là, il me semblait qu'il arrivait à point nommé dans l'évolution de notre travail avec tous mes camarades de Los Ilusos, Javier qui est là, ça arrive, la rétrospective, comme le livre arrive à une sorte de point de truchement, c'est-à-dire il y a comme un cycle qui se termine, et ça nous permet de faire une sorte de bilan, de regard en arrière avant de passer à autre chose. Alors là, Jonas, tu me tends plusieurs perches parce que tu as parlé de ton père, tu as parlé de tous tes collaborateurs, Los Ilusos, et tu as parlé de la rétrospective. Donc j'ai oublié de dire qu'il y avait une rétrospective au Centre Pompidou qui a été déplacée à la BNF des films de Jonas. Donc ça, c'est déjà une information à avoir précieusement pour les sessions de rattrapage. Tu parles de ton père Fernando Trueba, qui est un grand cinéaste espagnol, et donc moi je pose toujours une question rituelle à mes invités, à savoir leur première image de film, leur premier souvenir de cinéma. Donc pour toi, qui viens d'une famille de cinéma, voilà, quel est ton premier souvenir? Siempre digo que es un recuerdo un poco inventado quizá, porque la primera vez que fui al cine, que mi padre me llevó al cine, realmente yo debía ser tan pequeño que no lo recuerdo, no lo puedo recordar, pero como él conservaba la entrada, ¿no? Conservó la entrada como algo simbólico, ritual, y después me la ha enseñado y me lo ha contado, que me llevó a ver, era una película, Merlín el Encantador, película de Walt Disney, pues creo que he fabricado después el recuerdo de ver esa película en el cine, pero probablemente es una invención mía posterior. Je dis toujours que ce souvenir, je ne sais pas si c'est un vrai souvenir ou alors est-ce que c'est ces souvenirs qu'on se fabrique a posteriori parce qu'on nous l'a raconté. En l'occurrence, mon père, la toute première fois qu'il m'a emmené au cinéma, j'étais tout petit, donc je doute que je m'en souvienne vraiment.
Mais comme pour lui, c'était tout un rituel et comme un fétiche, il a conservé le ticket, le billet d'entrée de Merlin l'Enchanteur, le film de Walt Disney qui m'a emmené voir et qu'il m'en a parlé à foison. Du coup, j'ai l'impression de me souvenir de cette première projection, de cette découverte. Et pour la rencontre, je t'ai fait choisir des films, une liste de films, et puis l'idée étant aussi de savoir quel a été tes premiers contacts avec certains cinéastes, autres que ton père, ta cinéphilie, comment tout ça s'est constitué, et parce qu'on sent quand on voit tes films, que tes films parlent de beaucoup d'autres films aussi. Il y a ça qui est très fort, et je ne le dirais pas de tous les cinéastes, mais dans ton cinéma, on sent beaucoup de figures comme ça, qui planent, qui sont inspirantes, qui te donnent, qui sont le moteur et le désir de faire du cinéma pour toi. Sí, no sé si en el libro hablábamos de esto, ¿no? Con Eva y Judith, pero siempre me acuerdo que, por ejemplo, cuando he dado talleres de cine con alumnos más jóvenes, con cineastas más jóvenes, yo tenía un ritual. El primer día del taller les proponía hacer una lista de películas que habían marcado su vida en 3 niveles, ¿no? Y era, les decía que pusieran 1 o 3 películas que les hubieran marcado en la infancia, otras que les hubieran marcado en la adolescencia y otras que les hubieran marcado, digamos, en la juventud e incluso en la edad ya adulta en la que estaban, ¿no? Como que intentaran colocar, ¿no? Como eso así, ¿no? Entonces yo a veces... Era muy interesante porque todos escribían y luego ponían en la pizarra cada uno las suyas, y entonces hacíamos una especie de ADN. Yo decía, este es el ADN de esta clase, ¿no? O el árbol genealógico cinéfilo de esta clase, ¿no? Y era muy interesante ver cada año, ¿no? Cómo se repetían los cineastas, las películas, y también cómo iban cambiando, evolucionando cineastas que eran muy importantes. En apenas 3 años desaparecían de la pizarra. Sí. Oui, ça, je ne sais pas si on en a parlé avec Judith et Eva dans l'entretien qu'on a fait pour le livre, mais c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec les ateliers, quand je faisais des ateliers de cinéma avec des jeunes gens, des apprentis cinéastes. Je leur demandais toujours le premier jour, comme une espèce de rituel de passage obligé, que chacun me note ses films préférés, donc 1 ou 2 ou 3 de chaque rubrique, mais surtout à 3 étapes de leur vie. Leurs films préférés quand ils étaient enfants, des films qui sont très importants, qui sont fondateurs pour eux, enfants, à l'adolescence, et puis à l'âge adulte, jeune, auquel ils étaient. Et donc chacun notait ses films et ensuite venait sur le tableau, et donc on avait comme ça une espèce de carte de toute la classe, de tout ce groupe avec ces étapes de leur vie, et je disais toujours que ça constituait l'ADN ou alors l'arbre généalogique cinéphile de ce groupe-là. Et c'était très intéressant de voir l'évolution, de voir que il y avait des goûts qui se croisaient, des cinéastes que l'on rencontrait, des films que l'on retrouvait, mais qu'il y avait une évolution d'année en année, que en l'espace de 3 ans, il y a des cinéastes qui pouvaient complètement disparaître de ces ADN. Pero sin embargo en mi ADN pues siempre están ahí como ciertas películas, ¿no? Igual que he dicho esta Merlín, que sería mi infancia, pero quizás una que he puesto ahí que tenéis ahí en la entrada, ¿no? Que es El libro de la selva. Hablamos de ella en el libro, es quizás la película que yo considero que más veces he visto cuando era pequeño, ¿no? Y que atraviesa toda mi infancia, y que luego la he pensado mucho y la he vuelto a ver y le sigo guardando como mucha fidelidad a esa película, y me parece que contiene una esencia, algo, ¿no? De una forma de estar en el mundo, de la vida, de la felicidad, del compañerismo, de la amistad, de la alegría, de la vitalidad, ¿no? Es una película sobre la vitalidad en gran parte y que me sigue pareciendo muy importante. Podría decir otras películas luego, ¿no? Ya más mayor, pues en la adolescencia hablamos ahí, está en la mesa creo, no sé si está Princess Bride, ¿no? De Rob Reiner, por ejemplo, es una película para mí, yo creo que para mucha gente de mi generación muy marcante. Podría decir otras, pero esa, por ejemplo, se me ocurre. Luego ya un poco más adulto hay un momento que yo veo Las dos inglesas y el amor, Les deux anglais, ¿no? El Continuum de Truffaut, que es una peli que me marca mucho, muy joven, hasta hoy, ¿no? Y hay otra película que está ahí, que es Gigi, de Edward Young, que es una peli que cuando yo la veo con 18 años, justo, ¿no? En el año 2000, ¿no? Cuando se estrena, me marca muchísimo, y también considero que es un antes y un después, como la obra de Mecas que veo en esa misma edad, ¿no? Con 18 o 20 años descubro
As I Was Moving Ahead, I Saw Brief Glimpses of Beauty, y también es una película que considero un antes y un después en mi vida. Et donc, moi-même, j'ai comme ça cette carte ADN, cette espèce de jalon dans mon existence, des films qui m'ont marqué. Donc, dans l'enfance, j'ai cité Merlin, qui est le premier que j'ai vu, mais il y a aussi Le Livre de la Jungle, qui est un film que je voyais très régulièrement quand j'étais petit, et que j'ai continué de voir, d'aller de nouveau puiser dans ce film-là, ce qu'il continue de symboliser et de porter pour moi, qui est vraiment une façon d'être au monde, une joie, une camaraderie, un rapport à la vie, une vitalité. Pour moi, au fond, c'est un film qui traite de la vitalité, et c'est quelque chose qui est resté comme ça pour moi, un fil qui m'a accompagné toute la vie à travers ce film-là. Mais aussi plus tard Princess Bride, qui est, je pense, pas seulement pour moi, mais vraiment pour beaucoup de gens de ma génération, un film jalon aussi très important au sortir de l'enfance et à l'adolescence. Et plus tard, Les Deux Anglaises et le continent de Truffaut, je pense que ça a été une découverte fondamentale. Et puis à l'âge de 18 ans, à sa sortie en 2000, Yi d'Edward Young est un film qui pour moi a constitué, il y a vraiment un avant et un après. La découverte de ce film-là, le lien que j'ai pu créer avec lui a été quelque chose de tout à fait fondateur, tout comme l'ont été les premiers films de Mécasse que j'ai vus comme ça entre l'âge de 18 et 20 ans. Et là aussi, il y a un avant et un après Mécasse pour moi. Alors, Marcos ou Eva, si vous avez une question à poser, vous avez dû poser plein de questions à Jonas, mais voilà, je vous laisse y réfléchir et je pose ma question. Non, alors c'est intéressant, toujours pour rester dans les films, et puis pour rebondir sur Septembre sans attendre, qui est une comédie pas une comédie romane, une comédie de séparation. Et c'est assez drôle, moi ça m'avait marqué, où tu t'es inspiré, où tu as convoqué ce philosophe Stanley Cavell, qui a écrit un livre sur les comédies de remariage, je ne sais pas si vous avez, et qui prend une dizaine de comédies, parmi les meilleures comédies de remariage, dont Indiscrétion de Cukor, Adam's Rib, où il y a tout ce cinéma qui est quand même un peu l'âge d'or de la comédie américaine. Et tu t'en es inspiré, et ce qui est assez drôle, c'est que tu as demandé à l'équipe du film, ou avec tes comédiens, peut-être pas l'équipe du film, les comédiens, et vous revoyez chaque jour un des films pour laisser peut-être trouver le film. Alors, ça nous permet de faire le lien entre ta cinéphilie, ce choix-là, et ta façon de faire des films, de trouver ton désir de cinéma aussi. Sí, es curioso porque yo intento no hacer las películas a partir de referencias. O sea, por ejemplo, sé que ahora hay muchos cineastas que utilizan, porque es más fácil que nunca, ¿no?, como imágenes, montajes, mostrar al equipo secuencias enteras de otras películas para poner ejemplo de lo que se busca, lo que se pretende hacer. Y yo pienso que no, que eso es un error, que nos lleva como a una mímesis, ¿no?, a un cine menos interesante, y que creo que las películas hay que hacerlas a través de nosotros mismos, de nuestras conversaciones, de una manera más espontánea y más natural, aunque por supuesto todas esas películas que hemos visto están en nosotros y se convocan, ¿no? Pero es verdad que en Volveréis es quizá la única vez, está Vito ahí, el actor protagonista está por ahí, que les he dado a los actores, les he propuesto ver estas películas, también por pasarlo bien juntos. Me parecía que era una buena manera de empezar a escribir juntos, a pensar la película juntos. Y de hecho lo que primero que nos dimos cuenta al verlas, efectivamente, fue durante una semana una remarriage comedy cada día, porque el libro de Cavell son 7, el libro Pursuit of Happiness son 7 películas las que la analiza. Entonces vimos cada una de esas 7 un día por el placer de verlas, ¿no? Y lo primero que nos dimos cuenta, me acuerdo Vito lo decía, es, bueno, no podemos cometer el error de pretender imitar esto, estamos muy lejos, ¿no? O sea, nos sirvió también para recordar nuestra pequeñez y nuestra insignificancia y decir, bueno, a ver, cuidado, ¿no?, con esta referencia, ¿no? Sino la gracia sería es cómo esto lo traemos a nuestro entorno, a nuestra escala, ¿no? Pero sí también veíamos que era muy bonito para Vito y para Itxaso comprobar el encanto que podía tener Spencer Tracy y Katharine Hepburn hablando y dialogando, ¿no?, y entender por qué eso funcionaba tan bien, ¿no? Y era porque sentíamos que esas películas estaban escritas también en comunidad, con mucho conocimiento unos de otros, ¿no?, de esos dos actores, el director, el guionista, eran amigos, se conocían, y eso al final generaba que esas películas tuvieran esa gracia tan particular, ¿no?
C'est vraiment quelque chose d'assez étrange parce que je pars du principe qu'il ne faut surtout pas faire des films en partant de films, que la matière première de l'inspiration ou de ce qu'on transmet à ses acteurs ou à son équipe, ça ne doit pas être des films, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup, surtout de nos jours où tout cela est beaucoup plus accessible. Je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui choisissent des extraits, des films, qui font carrément des montages pour... comme ça, donner une sorte de référence à leur équipe ou à leurs acteurs. Et moi, je pense toujours que les films doivent être générés à partir de choses beaucoup plus spontanées, beaucoup plus imprévues, de conversations à bâton rompu, de choses qui émanent de nous dans nos échanges, sachant bien sûr que ces films se sont déposés en nous et font partie de ce que nous portons et ce dont nous parlons, mais que ce soit en tout cas moins direct et moins voulu comme référence. Et pour autant, là, une fois qu'il s'est agi avec Itsaso et Bito, qui est là, Bito Sans, le rôle principal, l'acteur qui incarne le rôle principal de Septembre sans attendre, ça a été simplement pour le plaisir aussi de commencer à faire cette écriture à trois, puisque Stanley Cavell, dans son livre La poursuite du bonheur, il cite 7 comédies de remariage. Et donc, pendant une semaine, on s'est fixé ce jeu un peu d'en regarder un par soir et d'en discuter ensemble, simplement pour le plaisir aussi de regarder ces films ensemble. Et très vite aussi, ça nous a permis un peu ça a été une sorte de garde-fou. C'est-à-dire, dès le premier film, Vito a dit, mais on va quand même pas tomber dans le piège, le ridicule de vouloir imiter ça. Et donc, ça nous a permis aussi un peu de nous remettre à notre place, de voir que nous sommes bien peu de choses et humbles et insignifiants par rapport aux repères que peuvent constituer ces films-là. Mais malgré tout, ça nous a donné aussi accès à ce mode de fonctionnement, à cette façon de faire du cinéma, voir... le charme qui en émane, la façon dont eux aussi travaillaient, cette connaissance très intime qu'avaient les acteurs les uns des autres, le scénariste, le réalisateur, cette façon de travailler en équipe avait une magie, un charme très particulier, et ça a insufflé un peu cet esprit à notre propre travail d'écriture et de réalisation. Y aprovecho para, ya que están aquí Eva y Marcos, agradecerles también. Claro, respecto a esto que preguntas de la cinefilia, ¿no? que la mirada que ellos han tenido sobre nuestro trabajo, he sentido como una cercanía en que han entendido muy bien nuestras coordenadas, ¿no? Que lo importante en nuestra manera de trabajar tiene que ver más casi con la amistad, con el entorno en el que estamos y no tanto con el cine en sí, ¿no? Como con la historia del cine, la cinefilia, sino que bueno, cuando vinisteis, ¿no? a Madrid y queríais, bueno, pues estar en nuestro estudio, conocer a las personas, hablar con ellas, ¿no? También Marcos, porque has venido a Madrid, conoces bien, eres madrileño también en cierta manera y entonces creo que hemos tenido esta suerte, ¿no? De que tener una mirada a la vuestra como de una comprensión más verdaderamente cercana y que no es un acercamiento, digamos, tanto desde el cine y la cinefilia, sino más desde bueno, las personas, los entornos, ¿no? Y cómo se hacen las cosas como de una forma un poco más real, ¿no? Et à ce propos, je dois dire, puisqu'on parle de ce sujet-là et que Eva et Marcos sont là présents à mes côtés, à quel point je suis reconnaissant et rassuré du fait de voir que ce livre qui a finalement été fait, le regard qui est porté aussi bien par Eva et Judith que par Marcos témoigne précisément de ce rapport-là. Que ce n'est pas un cinéma partant de la cinéphilie, qu'on ne part pas de ce rapport un peu sacré au cinéma, mais que c'est vraiment dans la vie, dans les échanges, dans la communauté, la façon dont nous vivons ensemble, que ces films-là se émergent et commencent à exister. Et que ce soit lorsqu'Eva et Judith sont venues à notre rencontre pour voir les lieux, les personnes, le réel du contexte dans lequel on faisait ce film-là, que Marcos, qui lui-même en quelque sorte est madrilène et connaît bien ce terrain où nos films naissent, je suis très heureux que le film aussi et le regard qu'ils ont tous bien voulu porter témoignent de l'importance de la vie et du réel dans le cinéma que nous faisons ensemble. Mais ça, c'est lié aussi à un aspect de ton œuvre très, très important, c'est que les films font partie de ta vie. C'est pas au même titre que les livres, mais aussi que l'amitié, que ton rapport à Madrid. Et donc, c'est totalement inclus, oui, dans la vie, ton rapport au cinéma. Donc, c'est pas une cinéphilie fétichiste, c'est pas une cinéphilie de maniériste. Et donc, c'est pour ça que la façon dont on pourrait citer
des références ou des choses auxquelles peuvent nous faire penser tes films ponctuellement, c'est totalement digéré par ta propre vie. Et par ailleurs, je crois aussi qu'il y a quelque chose qui revient aussi bien dans l'entretien que dans le texte que j'ai fait, que ce qui est passionnant dans ton expérience avec Los Ilusos, c'est que la fabrication des films est intimement liée à ta vie, à votre vie, et à ce que racontent les films. Et voilà, donc l'économie des films et leur esthétique. Et c'est là où il y a une influence profonde de tout un cinéma que tu aimes. Notamment, on pourrait citer Rohmer ou Aung San Suu Kyi, où, si on peut citer Rohmer, c'est moins parce que Eva en août peut faire penser ou répondre au rayon vert, ce qui est vrai, mais c'est surtout quelque chose de beaucoup plus profond et qui est un rapport à la fabrication des films. Oui. Alors Los Ilusos, je vais dire. Los Ilusos, c'est là. Alors le sens de Los Ilusos, c'est difficile de traduire parce que ça peut être les rêveurs, c'est pourrait être se faire ou les naïfs, mais je pense que c'est dans le sens de ceux qui n'ont pas perdu leurs illusions. Moi, c'est comme ça que je le traduirais, en l'occurrence. Et c'est la maison de production et de distribution créée par tout ton groupe, Thomas Javier qui est ici, et puis tous les techniciens avec lesquels tu travailles, les acteurs. Donc c'est une sorte de communauté, de famille, quoi, et ça c'est très important dans la fabrication des films, mais aussi dans le fait que ce travail collectif, empêche que même dans le rapport au cinéma, ce soit vraiment quelque chose d'une sorte de fétichisme ou d'obsession personnelle qui apparaîtrait par l'envie de copier un cinéaste ou de faire du maniérisme, quoi. Et donc voilà, Los Ilusos, c'est le collectif. Et donc là où je pense que les films de Jonas peuvent non seulement toucher, mais donner envie de faire des films. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui aiment tes films, parce que ça fait partie des films qui donnent envie de faire des films. Parce qu'on y sent que d'abord, faire des beaux films, c'est pas une question de moyens, c'est une question de comment on les fabrique, comment on fabrique quelque chose collectivement, comment on y met sa propre vie. Et ça, c'est un geste qui a traversé toute l'histoire du cinéma et qui est plus si fréquent, et en tout cas qui est celui qui se transmet le mieux, je pense, de génération en génération, quoi. Et peut-être dire aussi sur le livre qu'on a fait ensemble, qui s'inscrit dans une lignée de livres qu'on a fait au Centre Pompidou avec les éditions de l'Œil, Alice Scherer-Wacher, Lucretia Martel. Donc déjà, c'est toujours un regard d'une rétrospective. Donc quelque part, c'est la prolongation du travail qu'on fait en montrant les films, et que la parole des cinéastes, qui est très importante pendant la rétrospective, puisqu'on les fait venir 8 jours, on les fait présenter beaucoup de films, discuter, on fait une masterclass. Donc il y a beaucoup cet accompagnement-là des films, et on avait envie que le livre soit une prolongation de ça, et un approfondissement, bien sûr. C'est aussi pour ça que l'entretien est toujours très important, l'idée de donner la parole aux cinéastes, et que cette parole-là, elle soit très pragmatique et très concrète. On a toujours eu ça fait un moment que les livres qu'on fait ont cet aspect-là, et ça, c'était particulièrement pertinent sur le travail de Jonas, puisque la fabrication, elle est ce que disait Marcos, je ne vais pas le répéter, et en plus, c'est une donnée de son cinéma, c'est-à-dire qu'il donne à voir la fabrication en permanence, l'envers du décor. Donc cet aspect-là est vraiment très important. Peut-être, Eva, garde le micro par rapport à l'enchaînement des entretiens, parce que on sent vraiment à la lecture que la vie derrière les entretiens, ce qui se passe, la façon dont vous rencontrez Itsaso, la comédienne, et après les chefs-op, comment tout ça dit aussi, c'est ce que je répète exactement ce que tu viens de dire, mais tout ce collectif, c'est-à-dire que vous voyagez d'entretien, c'est une parole comme ça qui va dire le cinéma qui se fait.
Donc comment toi tu l'as vécu et avec Judith, comment ça s'est passé, sur combien de temps Oui, on est parti aussi avec Massoumé. Et c'est Massoumé. très important que Massoumé soit avec nous pour plein de raisons. Et voilà, c'est très important pour nous d'aller voir les cinéastes chez eux, de découvrir leur environnement de travail, de passer du temps avec eux, de nouer un lien qui va nous être utile aussi pour le travail qu'on fait au Centre Pompidou pour la rétrospective, et parce que ça vient effectivement raconter quelque chose, et c'est quelque chose qu'on veut partager. On n'est pas dans un entre-soi, on est en train d'essayer aussi de restituer une expérience et une discussion. Et d'ailleurs, quand on fabriquait le livre, au bout d'un moment, avec Gaëlle Técher et Juliette, on s'est dit, qui est la graphiste, merveilleuse graphiste des éditions de l'Œil, on s'est dit, il faut qu'on utilise le mot conversation. Parce qu'en fait, c'est pas un entretien, c'est vraiment, ça a pris la forme d'une conversation. Et pas seulement donc avec Ronas, mais on tenait beaucoup à ce que le livre représente donc cet aspect collectif du travail. Et donc on a tenu, alors on avait décidé que les acteurs et les actrices seraient plutôt partie prenante de la rétrospective, et que le livre donnerait une place importante aux gens qui sont derrière la caméra. Qui sont toujours les gens parfois qu'on oublie un peu, et on a à cœur toujours de remettre ça vraiment au centre. Et donc on a discuté avec Laura Renau, costumière et graphiste, Miguel Angel Rebollo, directeur artistique, Santiago Racar, le chef opérateur, Marta Velasco, la monteuse. J'oublie quelqu'un? Non, c'est bon, il y avait tout le monde. Ouais. Et Javier, bien sûr. Mais Javier, c'était une discussion qu'on a eue à part aussi. Donc il y a eu plein de formes différentes. Et donc oui, comme les films de Ronas sont aussi dans cette espèce de continuum entre vie et cinéma, on voulait que l'entretien soit aussi dans cette forme un peu vivante. Et donc c'est pour ça qu'effectivement on a rajouté des petites choses pour raconter un peu ce séjour, et que ce soit vivant et qu'on puisse le partager. Juste et un mot aussi de Massoumé, parce que tu participes à l'ouvrage. Comment tu as rencontré Ronas? Quelle est votre histoire? Quelle est votre histoire de vie? J'ai rencontré Ronas grâce à une dame qui se cache derrière le carton là-bas, qui est Bénédicte, Arizona Film, qui est le distributeur qui a sorti Eva en août, le premier film de Ronas qui est sorti en France. Et qui m'a appelé un jour en plein Covid, il me semble, là, on était entre deux confinements, en me disant, est-ce que tu pourrais traduire Ronas Trueba? De Ronas, je connaissais déjà son papa, l'oncle dans la famille, j'avais eu le papa, le tonton, et je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer Ronas, que je ne connaissais que de seconde main, de ce qu'on m'en disait, et je n'avais pas encore vu son film, et nous ne nous sommes plus quittés. Y me gusta mucho lo que también comenta Eva, bueno, lo que has dicho, ¿no? De que has sentido un poco el trazo de Eva y Judith haciendo el libro, ¿no? A mí me gusta del libro que se siente también como el libro se va haciendo, o sea, que ellas se meten un poco dentro del libro, ¿no? Cuando hablan de un poquito, ¿no? Aunque sea el olor del café, ¿no? En nuestro, que es muy importante para mí, ese olor, y que ellas le den esa importancia. Puede parecer una tontería, pero me parece que tiene que ver con que cuando hacemos las cosas, cuando vemos una película, cuando leemos un libro, dejar unas pequeñas marcas ahí que ayudan a sentir que quién está ahí, quién lo ha hecho, ¿no? O quién lo está haciendo. Para mí eso le da una capa a la obra que establece una complicidad con el espectador, ¿no? Ça me touche beaucoup la façon dont Eva raconte aussi et la façon dont les coutures sont visibles en fait dans le livre et dans la conversation telle qu'elle s'est menée. C'est qu'elles disent aussi comment les choses se sont faites et laisser ces choses-là comme des traces des instants, du moment qu'on a vécu ensemble. L'odeur du café, ça n'a l'air de rien. Pour moi, l'odeur du café, c'est absolument fondamental, mais aussi de l'évoquer, qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit un film ou un livre, dise quelque chose, laisse une trace de qui l'a fait, à quel moment, dans quelles circonstances, donne un niveau ou une vie supplémentaire, une dimension de vie supplémentaire à l'œuvre qui me paraît essentielle pour pouvoir aussi partager quelque chose avec celui qui reçoit l'œuvre. Sí, para mí también era importante que ellas dos y Massoumé
esos 3, 4 días, no me acuerdo, que estuvisteis en Madrid, que la experiencia fuera buena, no solo la entrevista, ¿no? como el trabajo de hacer el libro, sino el hecho de poder caminar juntos, ¿no? Ir a la feria del libro, pasear, ir a cenar por la noche. Bueno, creo que es muy importante esto. Cuando hacemos una película también, para mí, eso es casi lo más importante. Ese tiempo durante el proceso con los actores, con los técnicos, con la gente que va a hacer la película, esos paseos, esas conversaciones, ese tiempo juntos, es lo que le da sentido a todo y lo que luego hace que eso se sienta verdadero. Y tiene que ver con lo que ha dicho Marcos, ¿no? También Judith, de esta cuestión del cine que nosotros hacemos. Al final, efectivamente, Rohmer, ¿no? Como tú bien has dicho, Marcos, para mí no es tan importante. Obviamente me encanta todo su cine, pero lo más importante para mí de él es también que me daba ganas de hacer cine. Sus películas, más allá de lo buenas o mejores o peores que me parezcan, es que me dan ganas también de hacer cine y siento que están hechas en una escala de producción posibilista que yo puedo comprender y que puedo tratar de, que me resulta inspiradora y que puedo tratar de adaptar a mis propias circunstancias, ¿no? Y eso que dices, ¿no? De que dé ganas de hacer cine, que me ha pasado a veces con gente joven que dice que nuestras películas le han dado ganas de hacer cine, es lo mejor que me pueden decir, ¿no? No que les haya gustado más o menos, ¿no? Sino que abran puertas, ¿no? Que no sean películas cerradas, que las miras y solo las puedes admirar, sino que las miras y te dan ganas de hacer o de vivir, ¿no? Et en fait, quand ces quelques jours, vous êtes venu à Madrid pour faire cet entretien, pour faire ce livre, ce qui m'importait aussi beaucoup, c'est que ce soit quelques beaux jours que l'on passerait ensemble, toute cette expérience, de passer du temps ensemble à Madrid, d'aller se promener dans la ville, d'aller dîner ensemble, d'aller à la foire du livre, au Retiro, tous ces moments vécus ensemble, c'est finalement ce qui reste et ce qui transparaît aussi dans le travail que l'on fait ensemble. C'est exactement la même chose au cinéma. Je pense que ce qui reste au-delà des films, c'est le temps qu'on a passé ensemble et la réalité de la vie vécue ensemble en soi et puis dans ce que ça reste, dans ce qui est capté au moment de la réalisation du film. Et c'est pour moi la dimension la plus importante du cinéma, qu'elle mène à la vie et que la vie transparaisse à travers lui. Et en cela, quand Marcos, tu cites Rohmer, c'est vrai que les films de Rohmer, quels qu'ils soient, tous ceux que j'ai vus, et quelle que soit la façon dont on peut apprécier les uns ou les autres ou les évaluer, ils m'ont toujours donné cette impression-là, ils m'ont toujours donné envie de faire du cinéma. Ça a été le cinéma qui me semblait possible, ce que j'appelle le cinéma possibiliste, c'est-à-dire le cinéma qui fait feu de tout bois et que l'on sent applicable à sa propre échelle, à ses propres circonstances, à sa propre situation. Et c'est immédiatement, Rohmer m'a donné cette impression-là, que moi aussi, je pouvais transposer un peu sa démarche dans le monde qui était le mien, et que de mes films aussi, d'autres puissent me dire ça, des jeunes gens puissent venir me dire qu'ils aient aimé le film ou pas, peu importe, mais que le film leur a donné envie de faire du cinéma ou leur a donné envie de vivre, c'est finalement ce qu'on peut me dire de mieux des films. Encore une fois, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Moi, ça me plaît ce que tu me dis sur Rohmer, et c'est connu de lui, une sorte d'adéquation comme ça entre ses moyens de production. Ses films il ne perdait jamais d'argent, coûtait très peu cher, et en même temps, quand on voit ces films, on voit bien qu'il y a entre les moyens de production et ce que dit son cinéma, tout ça est totalement adéquat. Et c'est vrai qu'on sent ça aussi, on voit le film en train de se faire, et on voit que la question des moyens de production est essentielle dans ta façon après tout ce qu'on a dit par rapport à ce collectif et à ta façon de faire tes films. Alors, j'avais noté dans le livre, j'aimais beaucoup ton chef-op qui disait quand Jonas m'appelle, il dit viens te promener avec moi et partager ses idées. Alors là, je sais que il y a quand même quelque chose qui se met en route, et je sais que je vais prendre des notes et qu'il y a un film qui est en train de se faire. Et il ne redoute pas ce moment, mais il sait très bien que voilà, c'est là où c'est un moment important. Donc ça rejoint ce que tu disais. Et il y a une citation aussi que j'aime beaucoup.
de Peter Hutton qui dit souvent que souvent les carnets de notes et les ébauches lui paraissent plus intéressantes que les œuvres elles-mêmes. Alors je n'ai pas d'affirmation par rapport à ça, mais ce que je peux dire, c'est que les notes qui sont présentes dans ton livre sont passionnantes. C'est-à-dire que c'est vraiment de la pensée, de la création en mouvement, et je trouve que ça donne beaucoup d'énergie et de foi même à tout un chacun. C'est-à-dire c'est une mine, quoi, parce qu'on te suit dans ton quotidien, on te suit dans ta création, on a les films en tête, donc on voit ce qu'aurait pu être le film, ce qu'il a été et tout ça. Donc peut-être parle-nous de ça, puis après j'aurai une question pour Marcos aussi. Gracias. Sí, bueno, es bonito, claro. A mí me sorprendió mucho muchos pasajes que Eva y Judith decidieron dejar de nuestra conversación, porque efectivamente hablamos mucho tiempo, muchas horas, ¿no? Y yo pensé, y tengo la sensación de que lo dejaron casi todo, ¿no? Y incluso pasajes para mí muy emocionantes donde de pronto es una digresión enorme, donde me pongo a hablar de un amigo mío que murió en Zaragoza, no sé qué, y han dejado... pero han dejado eso en el libro, y para mí eso es una demostración de algo que dices, qué bien que eso quepa en el libro también, ¿no? Que esto ellas consideren que forma parte de mi experiencia con la vida y por tanto con el cine, ¿no? Estos rastros de personas concretas, porque efectivamente es así, ¿no? Y sí, el libro creo que tiene muchas cosas en eso que puede sorprender al que lo lea, ¿no? Para un libro de cine, y también esas notas que al final hemos incluido, que yo les propuse y ellas estuvieron de acuerdo, y intentamos eso, como hacer una selección de notas que también muestran no solo hablar de las películas o de cosas técnicas, sino que también incluyen anotaciones sobre la vida cotidiana, ¿no? Y que están mezcladas precisamente con una idea de una película que va y viene, incluso que se hablara de una película que luego se abandona y se queda ahí, de un pasaje, de una conversación que tengo con Javi, de algo que... Todo eso para mí es una manera de intentar mostrar, ofrecer la manera que tenemos de hacer las películas, ¿no? Y también pienso en esos cineastas que a mí me han inspirado. Has dicho Peter Hutton, efectivamente, pues otro cineasta que cuando lo descubrí me marcó mucho, esa mirada que tenía tan poética sobre lo pequeño de la vida, ¿no? Lo que muchas veces no está en las películas. Y otros cineastas que también me han inspirado mucho su forma de... Hablábamos el otro día, Marcos y yo, de cómo Truffaut, qué generoso era, qué claro, compartiendo, hablando de cine, ¿no? Y de sus pasiones, y también por eso te daba ganas de hacer cine, ¿no? O sea, son cineastas que te dan ganas de hacer cine cuando ves sus películas, cuando ves a Mekas, le lees sus textos sobre otros cineastas o ves sus películas, es que te pone en contacto con la vida, te da un subidón, ¿no? Te da ganas de vivir y te da ganas de hacer cine. Oui, à ce propos, moi j'ai été aussi là très surpris et très réjoui de voir les choix éditoriaux qu'ont fait Judith et Eva, parce que cette conversation a duré des heures et il y a eu beaucoup de digressions. Ça partait dans tous les sens et je me demandais comment elles allaient monter ça, comment elles allaient organiser ça. Et puis au final, j'ai l'impression qu'elles ont tout conservé, y compris quand je partais vraiment sur autre chose, que je parlais d'un ami cher qui est mort à Saragosse, et je vois que tout cela, elles l'ont conservé. Et pour moi, c'est très touchant de voir que même ces digressions-là, même ces façons-là, ce rapport que j'ai à la vie et bien sûr aussi au cinéma, ont leur place dans ce livre, puisque c'est évident que ces traces laissées par des individus, des expériences, des moments de vie ont une pertinence vis-à-vis de mes films, donc aussi en l'occurrence ici du livre. Et c'est quelque chose de très important, en effet, dans la mesure où ça dénote de la relation au film et au cinéaste, la façon dont moi-même j'ai pu, ces notes dont tu parles, en effet, dans ces notes, il y a ce rapport à la création, ce rapport aux films qui se sont faits ou qui ne se sont pas faits, mais aussi des moments de la vie quotidienne, une conversation que j'ai avec Javi, un état d'âme, des choses de la vie de tous les jours qui montrent bien comment ça s'articule, en fait, la matière des films et la vie au jour le jour dans son aspect
le plus anodin aussi. Et c'est quelque chose que j'ai fortement ressenti aussi en découvrant des cinéastes, mais aussi la façon dont des cinéastes parlent et écrivent. Et tu évoques Peter Hutton, en effet, ça a été pour moi une découverte très importante, cette attention portée aux plus petits éléments, aux détails. C'est quelque chose qui, là aussi, a été pour moi fondamental comme découverte. Et puis sa façon de parler de sa vie, de parler des films, ou même chose, on a eu cette conversation avec Marcos à propos de Truffaut, cette très grande générosité qu'il avait quand il parlait de ses passions, du cinéma, des cinéastes qu'il aimait. Il y avait quelque chose de très contagieux dans cette espèce de fougue qu'il avait. Et en effet, quand on le lit, soi-même, on a comme ça un regain d'énergie et d'envie de faire. C'est ce dont il s'agit vraiment, de recevoir un peu de cette passion et d'avoir envie soi-même de se remonter les manches. Je voulais juste ajouter quelque chose sur cette partie-là des notes qu'on a sélectionnées. Peut-être révéler que tu es graphomane, Ronas, que tu écris, ça rassure, que tu écris tous les jours, tout le temps, etc. Et qu'il y avait aussi, on s'est beaucoup posé la question de la nature des textes qu'on allait choisir, puisque tu as aussi une pratique de critique. Donc à un moment, s'est posé la question d'aussi publier des textes plus, voilà, qui parlaient effectivement de je sais pas, Jonas Mekas, enfin de cinéastes qui ont compté pour toi. Ça a été un moment dans l'équation, et puis en fait on a décidé de resserrer sur ces notes parce qu'on pensait qu'il y avait une continuité beaucoup plus forte avec l'entretien. Et voilà, qu'il y avait une cohérence du coup. Mais en fait, on aurait pu faire des volumes et des volumes avec les écrits de Ronas, faut le savoir. Et juste dire que du coup, on avait aussi, on a eu envie de demander à Marcos d'écrire ce texte parce qu'on voulait aussi avoir un texte qui traverse l'œuvre et qui a un regard plus analytique. Et puis de le demander à Marcos qui connaît les films de Ronas depuis très longtemps. C'est d'ailleurs grâce à toi que j'ai découvert les films de Ronas. Puisque c'est toi qui m'as demandé d'écrire sur Eva en août pour les Cahiers du cinéma. Mais toi, tu connaissais son travail depuis quasiment le début, je pense, en Espagne. Non. Non. Ah, si tu l'as découvert à ce moment-là. Ah, bah je pensais, tu vois. Je connaissais de nom, de réputation. Mais... Alors, on est peut-être un peu limité par le temps, donc préparez vos questions. On prendra 2-3 questions. Une entrée quand même sur... il faut parler d'Eva en août parce que c'est quand même un film important, je trouve, dans ta filmographie. J'ai pas envie de dire plus important que les autres, mais beaucoup t'ont découvert via ce film. Et moi, je viens d'apprendre que tu es madrilène. Ou voilà, c'est ça. Je suis né à Madrid. Tu étais né à Madrid. Je suis moitié espagnol, moitié français. Voilà, mais donc c'est une porte d'entrée intéressante pour Eva en août quand même, qui parle d'une comédienne, mais qui parle de Madrid aussi. Et comment tu as reçu ce film et comment tu as perçu Madrid à travers ces images-là. Voilà, c'est une sorte de porte d'entrée, voilà, et évidente et un peu personnelle aussi. Alors, c'est vrai que j'ai un rapport très personnel à Madrid parce que c'est la ville où je suis né, mais je vis en France depuis que j'ai 4 ans, mais je suis toujours allé à Madrid quasiment tous les ans. Et j'adore Madrid, enfin, c'est la ville que je préfère au monde, au point, je crois, que j'ai peur d'y habiter un jour pour ne pas... parce que j'ai une vision quasi paradisiaque de Madrid. Et donc, je pense qu'effectivement, dans le rapport que j'ai au film de Ronas, et en particulier Eva en août, qui est peut-être celui où il filme le plus Madrid comme un personnage à part entière, effectivement, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans la manière de filmer cette ville, qui a été quand même filmée par d'autres cinéastes, mais on ne la voit pas si souvent au cinéma. Et voilà, oui, c'est Madrid, c'est ses rues, c'est un rapport aussi, comme je l'ai dit dans le texte, assez particulier à Madrid, qui n'est pas du tout folklorique ou touristique. D'ailleurs, Madrid n'est pas une ville... c'est pas une ville qui s'offre de manière aussi évidente que des villes musées, disons. Et donc il y a quelque chose de l'atmosphère de Madrid, de son mélange où il y a une douceur à Madrid, je pense. C'est une ville plus douce que Paris, et sa lumière très particulière qui a inspiré beaucoup de peintres, et je pense que tout ça nourrit le cinéma de Ronas. Donc c'est un rapport très, très profond à cette ville. Voilà, filmé en été dans Eva en août, mais aussi
plus en hiver dans la Reconquista, et puis pas simplement le centre-ville aussi, la Casa del Campo, enfin des lieux très très familiers aux Madrilènes et qui sont pas forcément les lieux touristiques. Voilà, donc c'est une chose que je trouve très belle quand un cinéaste a un rapport intime comme ça à une ville. Et il y en a eu plusieurs dans l'histoire du cinéma. Et peut-être d'ailleurs qu'il manquerait... ça manque un peu à Paris, comme ça, un cinéaste qui aurait une intimité avec Paris, comme, je sais pas, pouvait l'avoir Romer ou Rivette, mais Paris est plus une vieille, comme un peu une vieille actrice qu'il faudrait réapprendre à filmer. Donc peut-être Madrid est aussi... je sais pas, moins usé par le cinéma, d'une certaine manière. Bon. Mais c'est un peu curieux parce que j'ai l'impression qu'on parle de cette ville au féminin et Eva en août est pour moi un grand film sur le féminin à travers là où les comédiennes, peut-être Ronas, parle-nous de ça et de Madrid et de ce film qui parle beaucoup et je trouve qu'ils sont rares dans les films qui en parlent avec autant de finesse et de déclinaison, quoi. Sí, fíjate que esa película yo tenía hace tiempo antes tenía la idea de filmar una película en verano en Madrid, en ese momento preciso de la primera quincena de agosto, donde suceden las fiestas populares, y lo que sucede justo después, que es una especie de éxodo enorme, ¿no?, de la ciudad. Y un vacío, ¿no? Y la ciudad se transforma y es muy especial. Y yo quería hacer una película de eso. Tenía claro, hacía tiempo, tenía la intuición. Pero es cuando me doy cuenta que quiero contarlo a través de una mujer y que va a ser con Itxaso, donde rápidamente ahí todo cobró sentido y fue muy rápido como montamos la película, como la escribimos y como la hicimos. Y curiosamente, sí, había algo en el género femenino, la ciudad, que incluso me permitía hacer una broma que para mí está en el libro, porque está en las notas, que yo cito un verso del himno de la ciudad, que está compuesto por Agustín García Calvo, que es un personaje increíble, filósofo, poeta, personaje inclasificable, y que increíblemente le encargaron hacer el himno oficial de la ciudad, el primer alcalde socialista que tuvo. Y en ese himno loco, que escribió muy libre y muy divertido, tiene una frase que es «cada cual quiere ser cada una». Esa frase, y él se está refiriendo a la ciudad, a la comunidad autónoma, en un país donde se estaba creando ¿no?, las comunidades autónomas. Madrid fue la última en ser creada, como si necesitara su propia identidad, ¿no? Pero él se estaba riendo de eso, de esa especie de nacionalismo, ¿no?, un poco obligatorio. Y a mí esa frase me hace mucha gracia. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Te dejo aquí. No, pero bueno, eso no. Y que claro, entonces el femenino, esa idea de cada cual quiere ser cada una, para mí trabajaba esta cuestión del género femenino de pronto, ¿no? De la emancipación de la mujer, ¿no? De cómo ese personaje, esa frase me servía para explicarme y explicar con Itxaso toda la película, ¿no? Oui, c'était étrange parce que ça faisait un moment que j'avais cette intuition qu'il y avait un film à faire sur ce moment particulier de Madrid, ce mois d'août où il y a une première quinzaine de fêtes populaires, de grande effervescence, et puis l'espèce de vide, d'exode de la ville qui s'opère et de grand calme qui succède à cette période. Je savais que ça serait une matière intéressante, quelque chose que j'avais vraiment envie de filmer, mais c'est à partir du moment où j'ai su que je voulais le filmer à travers un personnage féminin et que j'allais le faire avec Itxaso que les choses se sont emballées, se sont accélérées et que très vite on a réussi à monter le film, à l'écrire, à le tourner et qu'il existe dans sa forme actuelle. Donc ça a été dans cette impulsion-là, et c'est ce qui est intéressant aussi sur ce côté de personnage féminin. En effet, ça a un peu gagné la ville tout entière, et à tel point qu'il y a une phrase qui résume un peu cette approche qui est dans le livre, parce qu'il est même à l'image dans le film. C'est finalement un extrait de l'hymne de Madrid, qui est un hymne un peu fou que le premier maire socialiste de la ville a commandé à un personnage absolument inclassable qui était
un poète, philosophe, anard, qui a fait une espèce de contre-pied d'hymne. Et dans ses paroles impensables, il y a une phrase qui dit chacune veut être chacun, ou chacune veut être quelqu'un. Et en fait, lui se référait à Madrid, parce que c'était au moment où toutes les communautés autonomes s'étaient créées en Espagne, où chaque autonomie a une identité très forte, avec vraiment des réclamations, une affirmation de son identité, et que Madrid était la dernière communauté à ne pas en avoir. Il y avait une espèce d'identité par défaut, et que donc Madrid aussi, il fallait bien qu'elle se définisse et qu'elle soit aussi qu'elle ait une identité propre. Et donc moi, j'ai joué de ce qui chez lui était une ironie, pour aussi l'appliquer un peu au personnage, et réfléchir à cette question de l'identité féminine qui circule entre le personnage et la ville. Une chose sur Madrid, c'est que si on voit tes films, je pense que quelqu'un qui ne connaîtrait pas Madrid n'aurait pas tellement une idée de la forme générale de Madrid. C'est qu'il n'y a aucun plan carte postale, disons. Parfois, il y a des plans généraux, on peut un peu deviner la forme d'une place, mais c'est là où on voit un cinéaste qui a un rapport intime à sa ville, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire des plans de paysage, quoi, donc une sorte de géographie sensorielle, mais pas du tout. Qui passe par la manière dont effectivement, dont elle est habitée, dont on se promène dans les rues. C'est complètement à l'échelle de la vie quotidienne. Et il n'y a pas cette idée de filmer Madrid, regarder comme ma ville est jolie, ou de montrer Madrid à des gens qui ne connaîtraient pas. Voilà, il n'y a pas ce côté disons touristique qu'il peut y avoir quand quelqu'un veut filmer une ville, parfois en disant je vais faire de ma ville un personnage. Il y a une façon de la rendre encombrante, la ville, et voilà, toi c'est toujours à échelle de comment on y vit, voilà. Mais c'est marrant parce que je pense à Romer qui lui respectait scrupuleusement les angles de rue, et c'est intéressant parce que tu parles aussi, sans bombarder trop de références, mais tu parles aussi de Stache qui tenait à filmer dans les lieux précisément où s'étaient passées les choses et tout ça. Et c'est même si tu ne fais pas exactement la même chose, c'est des cinéastes qui t'ont fortement inspiré ou qui voilà. Excuse-moi. Sí, pero es verdad lo que dice Marcos también de que no hemos... es que aunque hubiéramos querido, creo que no hubiéramos podido. Madrid no es una ciudad, esto lo hablé con Masumé la última vez que ha estado en Madrid también, ¿no? Que no es una ciudad que se preste mucho a la postal en general. O sea, si abres el plano, casi siempre lo que vas a encontrar no lo quieres, ¿no? Tienes que... O sea, que hay algo de nuevo de posibilismo ahí, ¿no? De que tienes que cerrar, porque al final la esencia de la ciudad es como la vivencia de la ciudad, ¿no? Esto es lo que hablábamos, que no es una ciudad que entra por la imagen. Esto es una paradoja un poco para un cineasta, ¿no? No es una ciudad que retrata demasiado bien, yo creo, la imagen. Es una ciudad porque no es especialmente bonita. La gente que le gusta Madrid es porque viene a vivir a ella y al cabo de un tiempo siente algo que le va atrapando y que le gusta, ¿no? Finalmente, es decir, es una ciudad que te gana poco a poco y por la vivencia, ¿no? Entonces, claro, a la hora de hacer películas que retraten bien esa ciudad, es un poco lo mismo, ¿no? Tienes que encontrar la manera de transmitir la vivencia, algo más esencial, más profundo, y no tanto la imagen, ¿no? Esto lo hablamos. Oui, c'est vrai ce que disait aussi Marcos, c'est aussi une ville particulière, Madrid. Je pense que même si j'avais voulu en donner comme ça une espèce d'image d'Épinal, d'image carte postale, j'aurais pas pu. C'était pas mon intention, mais c'est pas très simple en fait de cadrer Madrid, de donner à voir son esthétique ou une image identifiable. C'est une ville qui s'approche par l'expérience. Ce n'est pas tellement une ville de cinéma, c'est pas une ville très cinégénique parce qu'on ne peut pas y entrer par l'image. Et tous les gens qui prennent goût à Madrid et qui tombent amoureux de Madrid aussi le font par ce billet un peu plus long. Ça se mérite un peu plus. C'est-à-dire que vous n'associez pas forcément Madrid à certaines images, mais plutôt au temps que l'on y passe, au fait que l'on y vit des expériences, que l'on ressent quelque chose. La ville se révèle à vous au bout d'un certain temps. Et donc, si tant est qu'on veuille faire un film sur la ville, il s'agit aussi d'essayer de faire sentir cette expérience-là, ce lien qui se crée avec la ville, avec un peu de temps et d'expérience vécue. Allez,
les questions. Profitez-en, oui. Bonsoir, j'avais une question par rapport au côté plus technique. Est-ce qu'il y a un domaine que vous appréciez le plus, dans le sens par exemple les costumes ou la photographie ou la décoration, auquel vous portez plus d'importance? Et j'ai cru entendre que vous avez un directeur artistique et du coup un peu dans le même sens, quelle place il occupe dans vos films? Merci. Sí, bueno. On va finir dans 5 minutes. Hein, c'est pas... Oui, merci en tout cas. Con el director artístico, ¿no? Antes lo citaba. Es muy. No tengo una querencia especial quizás por ninguna parte. Me gusta mucho todo lo que es hacer una película, lo que implica la relación humana con todos los, verdaderamente, con mi figurinista, con mi director de arte, con Javi, con todos, con los actores, por supuesto, con la cámara, con lo técnico, pero sí que, por ejemplo, esos paseos por la ciudad que antes citaba él, que hago con mi director de arte, son muy fundadores, acaban siendo muy, muy esenciales en el devenir de lo que acaba siendo la película. Esos caminos, Miguel Ángel lo explica en el libro, ¿no? Que a veces que suelen ser 12 largas caminatas por cada película, que suelen durar todo el día, a veces son muy largas y muy agotadoras, hacemos muchas fotos y hablamos mucho y la película va poniéndose en cuestión, la vamos encontrando, pensando, volvemos a casa, compartimos esas fotos que me hace Miguel Ángel. Miguel Ángel a veces piensa la película mucho más allá de lo que yo la quiero pensar. Entonces, pues eso ese momento es de los favoritos míos porque hay todas las posibilidades están abiertas a partir de lo que te encuentras en la ciudad, ¿no? En esas caminatas. Je dois vraiment dire que j'ai pas d'aspect préféré. J'aime beaucoup, surtout sur le plan humain, cette collaboration, cet échange, quelque chose qui se tisse avec chacun de mes collaborateurs, les costumes, les décors, tous les aspects, tous les techniciens, l'image. Mais il y a une dimension, en effet, qui est très importante, c'est cette espèce de complicité avec Miguel Ángel, le directeur artistique, dans la mesure où, comme Manfred y faisait allusion, il y a ces promenades qui sont toujours le point de départ d'un projet. Alors lui, dans le livre Les Contes, il dit en moyenne, il y a une douzaine de promenades avant qu'un film se fasse. Et ce sont parfois des promenades extrêmement longues, épuisantes. Ça peut durer la journée entière, mais c'est là vraiment où le film commence à exister. On se balade et on regarde. Là aussi, en fonction du possible. Le champ des possibles est alors ouvert. Et en fonction de ce que l'on trouve, de ce que l'on rencontre, on commence à voir quel corps peut prendre le film, de quoi il peut être fait. Et en général, Miguel Ángel voit beaucoup plus loin que moi. Lui, il a déjà une longueur d'avance sur moi. Mais c'est un grand bonheur pour moi ensuite de rentrer à la maison, de s'envoyer les images que l'on a prises de ces promenades. Et comme ça, petit à petit, voir le film se cristalliser. Non, c'est parce que je me suis aperçu, il y a une chose dont on n'a jamais parlé. Et c'est un sujet de tes films qui n'est pas évident, auquel personne ne pense jamais, je crois, et dont j'ai pas pu parler dans le texte. Ça rentrait pas dedans. Mais ça me frappe à chaque fois que je les revois. Et même hier, j'ai revu La Reconquista pour la énième fois. C'est qu'on mange beaucoup dans tes films. Et tu es un cinéaste qui filme beaucoup les gens en train de manger, y compris parlant parfois la bouche pleine, ou mangeant, ou ayant une conversation tout en mangeant. Et ça paraît bête comme ça, mais il n'y a pas tant de cinéastes. Aung San Suu. Et d'autres, au contraire, considéraient que, comme Truffaut, que c'était quelque chose de très trivial et très compliqué à filmer. Et peut-être ce n'est pas sans rapport avec Madrid, ce fait qu'on mange tout le temps. Mais je ne sais pas si tu es conscient, si on faisait un montage de tous les moments où dans tes films on mange, on pourrait faire un long métrage. Fíjate que me encanta que digas esto, porque yo siempre me digo a mí mismo, y no se lo quiero decir a mucha gente, que es una lástima que no filmo demasiado gente comiendo. Para mí es poco. O sea, yo quiero filmar a más gente comiendo, porque me gusta mucho filmar gente comiendo, y en cada película me quedo un poco frustrado de tendría que haber puesto
más comida y que comieran más, y a veces con algún actor, Vito lo sabe, hasta me he enfadado un poco, como come más, le digo que coma, no me acuerdo con Vito, tenéis que venir a verla, nos enfadamos mucho porque le puse un cordero que ahí y además era bueno, ¿no? Estuvimos pensando mucho que estuviera caliente, que estuviera bueno, y Vito, come, no pares de comer, tal, ¿no? Y para mí ver gente comiendo es muy bonito en el cine, y es verdad que se ve poco porque es medio incómodo de hacer, es incómodo para los actores. ¿Cómo se mezcla con el diálogo? El mezcla, el diálogo, el raccord, en fin, ahí como entran ahí, entonces pues la gente se lo ahorra. Yo creo que también hay mucha gente en el cine hoy que ya no le interesa la comida, lo cual es muy triste. Hay gente ya que hace cine hoy que ya solo le interesa, no sé, el deporte y beber agua y estar en forma y que se ha perdido un poco eso. Hay un cineasta, probablemente el gran guionista español de la historia del cine español, que es Rafael Azcona, tenía una frase increíble que decía: una película en la que no se ve gente comiendo es una mierda. Y yo esa frase la llevo casi tatuada, o sea, la tendría que tener. Entonces, pero por eso digo que me encanta que tú percibas que se come mucho, porque mi sensación es que soy tímido con eso, que es poco, que al final, por no enmarronar a los actores, por no ponerles en problema, pero yo metería más comida todo el rato. O sea, que me gusta que tú lo hayas sentido. Alors là, tu peux pas me faire plus plaisir, mais figure-toi que moi, je trouve que j'en mets pas assez. Pour moi, c'est toujours une frustration. En fait, à la fin, quand je termine mes films, je dis, mais pourquoi j'ai pas mis assez de scènes de bouffe? Moi, j'adore ça, de filmer des gens en train de manger. Pour moi, il n'y a pas plus intéressant que ça, et je trouve toujours que j'en ai pas assez. Donc, pour toi, c'est beaucoup, pour moi, c'est peu, mais je vais pas me gêner pour en mettre encore plus. Je sais que ça peut être... je peux être un peu aussi enquiquinant pour mes acteurs. Vito, on lui a offert un magnifique plat d'agneau. On a tout fait pour que ce soit chaud. Et il mangeait pas. Et je l'engueulais en disant, vas-y, mange, pour que je puisse te filmer en train de manger. Et pour moi, c'est absolument quelque chose d'essentiel. Alors bon, maintenant, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans le cinéma qui n'aiment pas manger, les pauvres, et qui préfèrent faire du sport et boire de l'eau. Mais... moi, je trouve très intéressant. Je trouve que c'est magnifique de voir les gens manger au cinéma, et malgré toutes les difficultés que ça peut entraîner pour les acteurs, de parler la bouche pleine, de jouer, et puis les histoires de continuité, etc. Malgré tout, c'est quand même un beau moment de la vie à capter. Et Rafael Azcona, qui est un grand... scénariste espagnol, a dit qu'un film dans lequel il n'y a pas au moins une scène où l'on mange est une merde. Et moi, je peux me faire tatouer cette phrase. Et en tout cas, je tâcherai dorénavant d'en mettre encore plus dans mes films. Peut-être juste une petite précision. Ouais, non, je voulais juste rajouter qu'une des premières choses que tu nous as racontées dans l'entretien, c'est le saumon que ta mère a cuisiné pour les acteurs de Los Ilusos. Et je me souviens que tu nous avais raconté cette histoire, qu'un des plans du film, en fait, vous étiez attablés avant entre amis, et puis tu as dit on laisse comme ça et on tourne là. Et donc voilà, c'était juste pour en rajouter une louche. Oui, puis une des particularités, c'est que c'est souvent, c'est pas être assis autour d'une table et faire un repas, c'est souvent peut-être une manière dont on mange plus, peut-être comme ça à Madrid, manger dans la rue, dans les fêtes, dans les 20 août, toute une conversation, on les voit à plusieurs reprises manger dans la Reconquista, c'est les châtaignes dans la rue, puis après la pizza. Donc c'est aussi une manière de manger tout en parlant et tout en marchant. Et donc c'est aussi une nourriture qui est, voilà, c'est pas juste les repas. C'est pour ça que ça m'avait frappé. Et en même temps, c'est pas quelque chose auquel on pense quand on pense à ton cinéma, justement parce que ça gêne pas, ça inscrit dans les gestes quotidiens. On va être obligé de s'arrêter là parce que le temps est un peu limité. On va avoir une demi-heure pour la dédicace et puis pour vous poser vos questions. Donc voilà, un grand merci à toi, Jonas. On t'applaudit. Je n'ai pas dit que un film qui a été réalisé avant la Reconquista sort en salle ce mercredi, aujourd'hui, donc en salle, voilà, et qu'il y a la rétrospective au Centre Pompidou. Donc un grand merci à Eva Markovits, qu'on peut applaudir. Un grand merci à Marcos Hussal, des Cahiers du cinéma, et un très grand merci à Masume Elaiji pour la traduction.
Donc l'ouvrage est disponible à la caisse. Donc merci aux éditions de l'Œil évidemment, hein, Gaël et Freddy. Et Ronas les dédicacera à la grande table qui est vers la caisse. Donc voilà, ainsi que les DVD si vous les voulez. Merci à vous.